En janvier 2023, c'est le dernier jour du mois de janvier 2023, mais aussi le premier jour de visite du souverain pontife, le pape François, du côté de la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une visite qui s'inscrit notamment dans le cadre de la paix et de la réconciliation dans un contexte difficile, marqué entre autres par l'insécurité qui sévit du côté de l'Est du pays. Quelles sont exactement les attentes autour de cette visite du souverain pontife? Élément de réponse à suivre d'ailleurs dans le cadre de cette émission. Rappelons également que c'est une visite qui intervient dans un cadre politique bien précis, car cette année 2023 est une année décisive, une année d'échéance électorale avec bien sûr ce grand rendez-vous qui attend tous les Congolais au mois de décembre 2023. Pour comprendre exactement les attentes et surtout les enjeux autour de cette tournée africaine du pape François, non seulement du côté de la République démocratique du Congo, mais également du côté du Soudan du Sud, allons dans un premier temps du côté de la réalisation prendre cet élément. Les Congolais n'avaient plus reçu la visite d'un souverain pontife depuis Jean-Paul II en 1985. 35 ans d'attente que ça dure. Et c'est donc en toute logique que le voyage du pape François suscite beaucoup d'attentes et d'espoir. L'espoir d'une paix et d'une réconciliation alors que le conflit dans l'est du pays s'éternise. Bien que la ville de Goma n'étant plus dans l'itinéraire du pape François, son arrivée pour les fidèles catholiques sonne comme une bouffée d'oxygène pour ce conflit qui sévit en Ituri au Nord Kivu depuis bientôt 30 ans et qui prend des tournures inquiétantes ces derniers mois avec le retour des rebelles du M23 et son lot de déplacés qui fuient les combats. À côté de ce contexte sécuritaire particulièrement tendu, il y a aussi le contexte politique, avec les élections prévues théoriquement en décembre 2023. Cependant, l'organisation du scrutin prend déjà du retard et la guerre à l'Est fait craindre un possible report. Au total, le pape François prononcera pas moins de 12 discours à Kinshasa. Il rencontrera les autorités civiles, les déplacés internes, les représentants des œuvres caritatives ainsi que les jeunes. La deuxième partie du voyage à Juba, au Soudan du Sud, est sous le signe de l'œcuménisme. Le déplacement du souverain pontife est présenté comme un pèlerinage œcuménique de paix dans ce pays en conflit où le pape François a joué un rôle de médiateur. En avril 2019, il avait conduit une retraite spirituelle avec les principaux responsables du Soudan du Sud, dont le président de la République Salva Kiir, ainsi que les membres des groupes d'opposition. Rappelons bien sûr que les premières heures de la visite du pape François du côté de la République démocratique du Congo feront l'objet d'un dossier spécial pour l'édition de Forio Batan, édition entre autres du 1er février 2023. Prenons cette fois les attentes des fidèles catholiques congolais. Ils sont à peu près 45 millions du côté de la République démocratique du Congo. Ils espèrent bien sûr que le pape sera porteur d'un message de paix et de réconciliation. Du côté de l'église ici, au Kinshasa, nous avons une veillée de prière avec beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens qui commencent à 19h jusqu'à 5h du matin. Et après, à 9h30, on commence la messe avec le Saint-Père, avec tous ces mondes qui ont passé la nuit. La messe à 9h30 aura lieu au terrain à l'aéroport d'Endolo. Le 2 février, le soir, il va rencontrer les religieux, religieuses, prêtres, séminaristes à la Notre-Dame du Congo, à la cathédrale. Si je dois parler seulement sur le plan foi, c'est un très grand événement et ça renforce notre foi parce que le pape voulait et tient à venir. Il voulait venir en juillet, la santé n'a pas permis. Et en ce qui concerne notre pays, sa visite, tout ça, sa présence ici bouge et va bouger encore beaucoup plus de choses. Parce que perdre de frères, de foi, des compatriotes tous les jours, parce qu'il y a 2-3 personnes, il y a un groupe de gens qui veulent ceci ou cela, et des gens qui n'ont rien à voir avec ça, perdre leur vie, ça c'est, en tant que chrétien, c'est insupportable et inacceptable. Le rendez-vous est pris pour ce 1er février 2023 pour notre dossier spécial Forio Batan consacré aux premières heures de la visite du pape François du côté de la République démocratique du Congo.
Quelles sont vos attentes concernant bien sûr l'arrivée du souverain pensif? N'oubliez pas de nous laisser un message via bien sûr nos différentes plateformes Facebook ou encore YouTube. Prenons cette fois la thématique de cette édition, la dernière d'ailleurs du mois, édition de For You Matin. Nous nous intéressons aux sanctions des États-Unis à l'endroit de quelques responsables du groupe militaire russe Wagner. Les États-Unis ont donc émis une nouvelle vague de sanctions contre des personnes physiques et morales liées au groupe militaire russe Wagner. Pour Washington, il s'agit de contrer le groupe Wagner et sa participation dans le conflit russo-ukrainien. Les États-Unis ne veulent pas seulement se limiter aux personnes physiques sur le terrain, mais visent également les intérêts russes partout d'ailleurs à travers le monde et précisément du côté de la République centrafricaine avec entre autres certains visages qui ont notamment été touchés. C'est ce que nous verrons avec d'ailleurs le concours de la réalisation. Nous allons prendre cette première personne citée entre autres par Washington. C'est un visage très connu, un visage influent du côté de la Russie, le visage même du groupe Wagner. Il s'agit entre autres d'Evgeny Prigojine. Il est entre autres le patron du groupe Wagner. Avec le concours de la réalisation, nous aurons bien sûr ces différentes animations. En quelques années, il est passé d'un statut de non-name en une figure influente du côté de la Russie, plus précisément à côté d'ailleurs du président russe Vladimir Poutine. Il est donc passé d'un stand de Old Dog à la fondation la plus puissante armée privée de Russie, le groupe Wagner. L'oligarque Yevgeny Prigojine est devenu l'un des hommes les plus puissants de la Russie et l'une des personnalités les plus proches de Vladimir Poutine, connu sous le nom de chef de Poutine. Ce dernier a commencé par vendre des saucisses, mais rapidement il a amassé une fortune qui lui a permis de passer de la restauration à la politique, aux médias et de là aux affaires de guerre. Le deuxième d'ailleurs de notre liste ce matin, c'est Valéry Nikolaevitch Zakharov. Vous l'aurez d'ailleurs, voilà le visage de cet ancien membre des services russes de sécurité de l'État, en abrégé FSB, employé de Wagner, mais surtout, il a été conseiller de sécurité auprès du président de la République centrafricaine, le professeur Faustin Archange Touadéra. Il est également ciblé par ces sanctions émises par Washington. Le dernier de notre liste est Alexander Ivanov, chef de la COSI, la communauté des officiers pour la sécurité internationale. Voilà, c'est lui d'ailleurs à l'écran, en image. On va peut-être progresser parce qu'il est en troisième position, monsieur Alexandre Ivanov, dans les différentes animations. Voilà, le visage d'Alexandre Ivanov, chef de la COSI, la communauté des officiers pour la sécurité internationale, nom donné au groupe des officiers russes présents du côté de la République centrafricaine, mais qui, selon les États-Unis, sert surtout de société écran pour le pays. En quelque sorte, voilà les visages ressortis par Washington, mais surtout visés par cette nouvelle vague de sanctions émises donc par les États-Unis à l'endroit du groupe militaire russe Wagner. Peut-on y voir un geste désespéré ou alors un aveu d'échec par rapport à la politique américaine vis-à-vis du continent africain? C'est ce que nous tentons d'ailleurs de savoir avec notre invité de ce matin. Il s'agit d'Anatole Albert Raïssi. Je rappelle, messieurs, que vous êtes journaliste, mais également vous êtes directeur de publication du bimensuel Le Cactus qui paraît du côté du Cameroun. Tout d'abord, bonjour, bienvenue à vous. Que vous inspire cette nouvelle vague des sanctions émises par les États-Unis vis-à-vis de ces personnes physiques du groupe militaire Wagner? For You Média africain, disons que, comme nous avons eu souvent à le dire, le bloc états-unien et otanien est aux abois. Le bloc des mondialistes qui est engagé du côté de l'Ukraine est également aux abois. Vous savez, l'unipolarité s'est révolue autant pour moi. Donc, derrière, n'est-ce pas, l'engagement russe du côté de l'Ukraine se joue la survie du bloc mondialiste, c'est-à-dire la géopolitique unipolaire qui est portée par les États-Unis. Je pense qu'aujourd'hui, lorsque les États-Unis, qui se disent et qui se présentent comme étant un pays de grande démocratie, défenseur des droits, du droit international, des libertés et universelles, et qui s'engage dans un projet de sanctions contre les États et les pays
qui se sont engagés dans une dynamique de rupture et surtout de projet de souveraineté, lorsque ces États-Unis décident de sanctionner ces États-là, il y a un problème. C'est une contradiction par rapport au narratif qu'ils portent. Lorsqu'ils se présentent, comme je l'ai dit tantôt, ces États-là, comme étant ces États-là, qui sont des grands défenseurs de la démocratie dans le monde, qui sont des concepts vaseux, creux et inutiles du point de vue des panafricanistes en tout cas. Je pense que les événements qui se sont déroulés il y a quelques années, du moins l'année dernière, du côté du Capitole aux États-Unis et tout récemment du côté du Brésil avec l'envahissement des symboles, des grands symboles de la République, sont la preuve que le modèle démocratique est désuet, c'est dépassé, inadapté. En ce qui concerne ces attaques contre la Russie au travers la société Wagner, qui, il faut le préciser, est une société privée militaire, au même titre que plusieurs sociétés militaires qui font la sous-traitance du mercenariat du côté à la fois de l'Europe de l'Est et en Afrique, et que vous avez ces mondialistes qui ont la prétention de vous dire et de se mettre en moralisateur universel, c'est-à-dire amener les Africains à réfléchir. Chaque fois que j'ai eu le privilège de prendre la parole, j'ai toujours prêché pour la chapelle du continent africain, c'est-à-dire que nous n'avons rien à attendre de ces gens. Ils considèrent que l'Afrique, le continent africain, c'est une zone d'influence géopolitique et géostratégique pour eux. Ils considèrent que dans le continent africain, c'est un continent des sauvages. Ils considèrent que l'Afrique, c'est leur avenir. C'est un continent pourvoyeur de matières premières pour faire fonctionner leurs industries, leur économie. Alors, M. Atola, ici, pour bon nombre d'observateurs, cette nouvelle vague des sanctions des États-Unis vis-à-vis de certains visages très connus du groupe militaire russe Wagner traduisent entre autres un aveu de faiblesse. Faiblesse de la politique américaine à travers le monde et plus précisément sur le continent africain. Partagez-vous ce point de vue? Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, nous, les Africains, nous devons prendre notre position. Nous avons eu à plusieurs reprises la possibilité de rentrer dans l'histoire. Je voudrais vous faire grâce des éléments historiques antérieurs pour rentrer dans le contexte du Covid-19. On avait la possibilité de rentrer dans l'histoire en nous affranchissant de cette tutelle criminelle internationale. Nous avons également une opportunité infaillible, incontestable du côté de l'Ukraine de nous repositionner malheureusement. Sur le continent africain, nous avons des gens qui sont considérés par certains comme étant des chefs d'État qui en réalité sont des sous-préfets, qui sont les représentants des intérêts de l'oligarchie internationale, qui ne peuvent rien, qui n'ont aucune vision. La preuve, dans toutes les rencontres continentales qui sont là pour déterminer l'avenir de l'Afrique, vous allez voir une salle pleine de locodères. Or, la réciprocité est quasi impossible. Lorsque l'Union européenne s'est réunie pour décider, pour réfléchir sur son avenir, vous ne verrez aucun Africain. Je dis bien, vous ne verrez aucun Africain dans la salle. Je pense qu'aujourd'hui, pour revenir aux menaces justement de l'OTAN, et plus spécifiquement des États-Unis en ce qui concerne ces États et ces personnalités qui entretiennent des relations de coopération avec la Russie, nous devons prendre position, nous devons prendre nos responsabilités en leur faisant comprendre que c'est révolu le 18e siècle. Merci à vous, M. Adatol Albert, ici, d'autres confrères journalistes, directeur de publication de bimensuel Le Cactus, qui paraît notamment du côté du Cameroun. Merci pour votre expertise, mais surtout, très bonne journée à vous. Cette édition de Fort Yubatan se poursuit avec notamment les différentes tranches d'informations, telles qu'offertes, bien sûr, par la grande équipe de la réalisation.